Et voilà. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Rêvons Conqueror's Blade. Et sur le plan international, Dreams About Conqueror's Blade. Et voilà, je vous ai fait parler par de mon accent tout pourri. Donc, avec moi, mes deux comparses, Kalen et Goalkeeper, Swear. Allez. qui ont accepté une nouvelle fois de participer à cette discussion autour d'une prochaine région. Mais tout d'abord, on va discuter de pendant 2-3 minutes, comme le premier épisode, sur des éléments de gameplay que on pense qu'il faudrait revoir. Revoir, améliorer ou voire même créer. Donc je vais laisser ce coup-ci la parole en premier à Kalen. Ok. Alors moi, ce que je voudrais voir de différent dans Conqueror's Blade, c'est au niveau des wars le mardi et le samedi. Ce serait un changement dans chacune des régions, sauf la marche, c'est d'avoir une région spéciale, enfin une ville, une partie de la région qui est vraiment spéciale, un, un peu comme les portails dans la marche ou la cité des conquérants, mais dans chaque région. Genre à Ogolia, par exemple, tu auras une ville. Une plus grosse ville commerciale où tu as un intérêt à avoir, genre ça rapporte plus d'influence, ça te rapporte soit plus d'argent à la fin de la semaine ou plus de ressources spéciales quoi. Et ça, je voudrais que ça soit appliqué à toutes les régions. Du coup, ça éviterait en fait de surcharger toutes les grosses maisons sur la marche pendant les saisons, et ça rendrait du coup l'ouverture d'autres régions plus intéressante. S'ils appliquent ça partout. Ok, donc oui, les portes dont il fait référence sont les portes devant la cité des conquérants. Je les retrouve sur la carte. Voilà, donc portail de l'ordre, portail de la gloire, portail terrestre et portail du paradis, qui sont Ouais. obligatoires, qui sont des zones de conquête obligatoires à prendre pour ensuite prendre la cité conquérant. Donc ce que tu proposerais, c'est qu'il y ait c'est des portes dans une région, dans une zone capitale de la région. Une sorte voilà, de ville similaire, mais qui apporte d'autres bonus. Par exemple, plus de ressources aux alentours, ou comme je t'ai dit, un bonus d'influence, Oui, ou, ou un bonus d'argent en fait et, par semaine. et ça, non mais concrètement, ça voudrait dire que chaque région n'est plus simplement un tremplin vers la marche, mais vraiment une région où il faut se battre pour avoir ça. Ce qui peut être très C'est ça. intéressant. Et surtout, ça ferait que, comme tu dis, toutes les grosses maisons n'iraient pas uniquement à la marche quand ça est ouvert et possible d'attaquer, mais que les combats pour les régions classiques dites extérieures soient beaucoup plus disputés. Ouais. Ça peut être intéressant en effet. Tu prends énormément de place sur mon bloc-notes. Parce que je note les informations au fur et à mesure que on me les donne pour essayer de bien structurer les pensées derrière. C'est un défaut de mon métier, j'ai tendance à noter énormément de choses. Ok. Goalkeeper, qu'est-ce que tu veux nous proposer comme mécanique en plus ou à modifier? Bah moi ce serait plus au niveau des alliances, faire en sorte que quand t'es une alliance, que tous les avantages de chaque maison soient pour l'alliance et pas restent uniques à chaque maison. Par exemple sur le nombre de villages ou de villes qui ont été pris. Comme si l'alliance faisait une seule et même grosse maison. D'accord, donc en fait, au lieu qu'on ait, je vais vous mettre les allégeances pour que ce soit un peu plus clair, tu me corriges si je me trompe ou pas. Donc au lieu qu'on ait par exemple, je vais prendre l'alliance Friendly dans Maoyang, qui contrôle ici les rabbits, contrôlent tout le nord de Maoyang, et si on cherche un petit peu, hérétiques, qui sont aussi des friendly, contrôlent le sud. Est-ce que toi, ce que tu voudrais globalement, c'est que ce ne sont plus, on dit pas c'est les rabbits et les hérétiques qui disposent de ça, mais c'est simplement friendly qui dispose, et que chaque récompense qu'il y a en fin de guerre, en fin de semaine de guerre, arrive sur l'ensemble de l'alliance. Et ça sur alliance ou même rajouter des récompenses d'alliance et pas juste des récompenses de maison sur le nombre de villages que t'as eu ou de villes. Ok. Petite question, je ne sais pas si tu as pensé des trucs comme ça, mais quand tu développes un jeu, une histoire ou autre, il faut penser que chaque chose que tu donnes doit avoir une conséquence. C'est-à-dire que dans un bouquin, si on te parle d'un vieux qui on dit celui-là il est important, il a intérêt à être réellement important. Hmm. Donc concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être les trucs que l'alliance, ces récompenses d'alliance te donnent?
Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Plus de revenus, plus de trucs? Ouais, peut-être plus de revenus. Ouais. C'est compliqué, je sais. Ouais, ouais, Puis je te pose la question comme ça à froid, c'est encore plus compliqué. La ouais. récompense, c'est que, ouais, peut-être. Déjà que les revenus soient partagés entre tout le monde, mais que. Ouais. Ça risque en fait de créer des. Ça risque de créer plus de problèmes qu'autre chose en faisant ça, en fait, je pense. Je pense. Parce que si, par exemple, une maison va s'investir activement dans la War et une autre maison dans l'Alliance, c'est pas du tout investi, elle va quand même récupérer des ressources. Alors que l'autre, non. Et on Hmm. peut faire aussi le cas inverse. C'est que peut-être la maison s'est tellement investie, mais qu'elle a tout perdu. C'est. Ouais, ça peut être frustrant. Je sais pas comment impliquer ça sans qu'il y ait des... Ouais, des problèmes. Hmm. Non mais voilà, c'est pour ça qu'on en parle, on y réfléchit tranquillement, on essaie de trouver des solutions qui, comme je dis, ne seront peut-être probablement jamais mises en place. C'est pas le Ouais, problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est se dire, bah tiens, si on avait le contrôle du jeu en main, je pense un petit peu à ce film, comment il s'appelle, Ready Player One, où à la fin, ce sont des joueurs qui ont le contrôle sur le jeu. C'est-à-dire que c'est eux qui décident les mises à jour, les machins, tout ça. Ça pourrait être intéressant. mhm. Pour ma part, je vais mettre en avant quelque chose que ça fait très longtemps que les joueurs demandent, un coffre de guilde. Oula. Attention, attention, pourquoi je Wow. râle énormément, je vous montre, chers téléspectateurs. Pourquoi est-ce que je râle? Parce que globalement, le boulot de trésorier ne sert quasiment à rien. Mis à Ça part à sert à dire rien. créer des postes avancés et dire bah voilà, on a les ressources pour ça. Ça sert à rien. Et encore une fois, ça sert à rien parce que le système économique est nul. Mais j'expliquerai ça dans une vidéo plus tard. Pourquoi est-ce que le coffre de guide pourrait être intéressant? Ça permettrait aux joueurs de récupérer du matériel, de se l'échanger et autres, créer davantage d'interactions. Ça permettrait aussi de créer une espèce de caisse commune pour faire en sorte que on soit pas obligé de dire bah tiens tel joueur il a plus d'argent, il pourra plus jamais jouer parce qu'il a pas les unités pour machin tout ça. Non, avec cette caisse commune, ça pourrait être en sorte que tous les joueurs puissent comme ça bah tiens, moi je lui donne 100 000 pièces d'or, enfin pièces de bronze, tu lui donnes 100 000, 100 000, 100 000, tac, le joueur il peut recréer sa trésorerie et pouvoir continuer à jouer. Et ça renforce l'esprit communautaire, ça renforce l'envie aux gens de se battre ensemble. Pour moi, le coffre de guild est un lien de sociabilité et il faut que certaines personnes y aient accès pour éviter les abus. Il y en a toujours dans les jeux, on est malheureusement on n'est pas à l'abri de quelques avarices des gens, mais ça, je pense que ça pourrait redonner aussi envie à certains joueurs qui sont complètement déprimés du jeu à cause du système économique et du fait qu'on passe notre temps à payer et c'est nul. Voilà. Bon, ça c'était notre petit tour de qu'est-ce qu'on aimerait modifier dans le jeu pour rendre encore plus attrayant. Parce que après tout, même si on râle beaucoup sur ce jeu, on l'adore tellement qu'on y passe des heures complètes dessus. C'est vrai. Voilà. Donc, comme la dernière fois, messieurs, je vais vous demander d'ouvrir votre carte et de regarder cette région tout à l'est. Cette région qui n'a pas de nom, mais qui, comme vous pouvez voir ici présent, a des lieux emblématiques, rivière estivale, rivière d'émeraude. Il y a tout, euh, tout ce qu'il faut pour créer la culture, l'histoire, le background d'une civilisation. Et on va s'intéresser à cette civilisation justement. Alors, je vais juste essayer de zoomer au maximum parce que voilà, la montagne là, elle s'appelle les jumeaux esselés, c'est ça? Les Les jumelles jumelles esselées, esselées. ouais. Donc même pas, c'est une montagne, mais deux grands pics et ça fait les jumelles. Donc, comme la dernière fois, je vais vous demander votre avis sur quelle civilisation plutôt à consonance orientale va s'installer dans ce coin. Ah, bonne question. C'est un peu compliqué. Oui, Ouais. d'autant plus que nous, Européens, on a très
très très peu de culture sur qu'est-ce qu'il y a déjà à l'est de chez nous. Hein. Bon, les Allemands on connaît un petit peu, les Polonais un petit peu, les Russes un petit Voilà, peu, ça mais commence à après, faire loin. Hein. mais après on connaît pas. Hein. Enfin, on connaît pas. Disons qu'il n'y a que les passionnés d'histoire et de civilisation qui vont savoir un petit peu, ou ceux qui ont beaucoup joué à des tas de jeux civilisationnels comme les Total War de Creative Assembly, qui est une très très bonne marque de jeux vidéo, à mon sens, mais aussi en termes d'historique, parce qu'on apprend énormément de choses là-dessus. Donc Ouais. Kalen nous dit Joker, il ne voit pas qu'est-ce que ça peut. J'aurais quand même dit les Indiens surtout, parce que ça a l'air d'être un peu ouais, je sais pas si on peut dire des jungles, je vois pas vraiment. Hmm. Mais ça peut être peut-être indienne, voire ouais, je sais pas, indienne, chinoise, il y a déjà eu, et vietnamienne aussi, donc ouais, ça Alors, pourrait manquer de ça. alors, je vais virer certains filtres pour éviter qu'on voit certaines choses. Alors, pour éviter que l'écran soit complètement obstrué par trop d'informations, en fait, plus exactement. Donc oui, comme on disait, donc Maoyang, c'est plutôt la Chine impériale. Liangyun, c'est plutôt le Vietnam impérial, donc qui dure assez longtemps dans l'histoire. Et donc toi, tu serais plutôt dans l'optique de l'Inde. Ok. Goalkeeper. Moi, ce serait un peu pareil, l'Inde aussi. Mhm. Je connais pas vraiment l'histoire de l'Inde, leur armée et tout ça. Bah, c'est pas grave, Et... on peut imaginer des Mais après, trucs. je réfléchissais plus sur la région en elle-même. Si c'est l'Inde, si je me trompe pas, l'Inde, elle faisait partie de la route de la soie, non? Oui, tout à fait. Donc Ah, peut-être une région, je pensais, assez riche. donc oui, une région assez riche qui passerait, qui expliquerait les caravanes qui vont à Maoyang et Hmm. autres. Puis à la cité des conquérants. Oui, ça peut être intéressant. Alors, J'ai pensé, ça m'a peut-être, ouais, je sais pas trop, c'est peut-être littéralement totalement hors contexte, mais peut-être Afrique centrale, ou Corne de l'Afrique plutôt. ah, intéressant, l'Éthiopie, tout ça. Ouais, Hmm, ouais, pourquoi pas. Moi, c'est pas ce que je mettrais, mais mais pour ça, ça, moi non plus, mais ça me, on ne sait jamais quoi, tu, on peut être bien surpris. oui, on pourrait être très surpris et je suis parfaitement d'accord. Après, ouais, ce serait plutôt Afrique équatoriale ou Afrique orientale, donc tout ce qui va être Ouais. la Corne de l'Afrique, comme tu dis, Kenya et autres. Euh, Moi, personnellement, je vois pas l'Inde, parce que quand tu descends un petit peu, Goalkeeper, tu regardes cette grande chaîne de montagnes qui part de la marche et qui va jusqu'en bas. Pour moi, c'est l'équivalent de l'Himalaya, avec le caveau du paradis. Ouais, Caveau du Paradis. Donc je veux dire là clairement on a quelque chose d'assez fort. Hein, et moi je mettrais plutôt l'Inde sur l'espèce de... Bah ça c'est ce qu'on appelle un sous-continent. Sur le sous-continent qu'on voit en dessous. Ouais, Qui est très jaune, enfin, ouais, qui est à la fois peut-être. jaune et vert. Ça fait énormément penser à toutes les régions pas de Delhi mais plutôt Calcutta, Madras et autres. Pour ceux qui connaissent à peu près bien la géographie de l'Inde. Mhm. Non, moi, personnellement, je serais resté dans l'Asie du Sud-Est, et je verrais ça plutôt tout ce qui va être la civilisation Khmer. Donc Khmer, c'est les régions du Cambodge, du Laos, c'est au sud du Vietnam, sud Ouais. et ouest du Vietnam, globalement. Donc c'est des civilisations qui sont très tournées sur une culture militaire et très férue de formes de bouddhisme et autres. Donc, et c'est une civilisation. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce qu'il y a des montagnes, c'est comme assez escarpé, mais il y a des belles plaines qui permettent d'avoir une agriculture suffisante pour créer une civilisation. Et les noms sont très religieux. Les jumelles esselées, le pic d'argent, vallée brumeuse, ce sont des trucs qui sont assez forts. Même si c'est assez générique, ça reste assez fort, je trouve. Les mots ancestraux, moi je veux dire, tu mets une mots ancestraux, je mets carrément une capitale là-bas, moi. Je m'embête pas. Hein. Capitale avec Ouais. une grande cité mortuaire et autres. Pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont accès à Google là-dessus, vous tapez Angkor Wat et vous regardez l'architecture khmer, c'est hyper beau à voir. Euh, et donc voilà, moi je pense plutôt, voilà, c'est une région plutôt Khmer, Cambodge, Laos, Birmanie.
parce que faut pas les oublier ceux-là aussi, qui ont fait partie pendant un temps de l'Empire Khmer. Donc quelque chose de très... c'est un martial un petit peu à la indienne, là-dessus Gold tu avais à mon sens assez raison. Euh, et qu'est-ce qu'on mettrait comme unité là-dedans? Écoute, j'ai aucune idée qui se trouve là-bas. Donc, je connais tellement peu l'histoire, justement, au Moyen-Âge, genre de cette époque-là, que je saurais pas te dire. Alors, je suis pas du tout spécialiste de cette partie-là du monde. Moi, comme je dis, c'est l'Europe romain que je maîtrise le mieux. Mais de mes connaissances historiques, je sais qu'ils utilisaient beaucoup d'éléphants. C'est des zones un petit peu escarpées et hautes, donc c'est plutôt des unités de guérilla qu'on va avoir. Donc, on va être assez Ouais, proche pas du tout de cavalerie. euh, de la cavalerie, mais de la cavalerie très spécialisée dans la guérilla. C'est plutôt de la cavalerie légère avec un petit peu lourd, euh, sans pour autant être des plus compétentes. Mm. Euh, Là, à ce niveau-là, moi, limite les cataphractaires ils viendraient de là pour moi. Une refonte déjà du cataphractaire qui passe du Ouais, côté je sais pas, le européen. Quattrefacteur, c'était pas. Ça ressemble pas à ce que j'imaginais en fait. C'est une T'as cavalerie hongroise, si je me rappelle bien. Alors les cataphractaires, en fait, c'est un nom générique pour définir les unités de cavalerie lourde que tu vas voir sous l'Empire perse, Ouais. Assanides, Sassanides, des trucs comme ça, Achéménides. Mais tu vas les retrouver aussi cette titulature sous les Byzantins et les Ouais. Romains. C'est pour désigner, comme je dis, des unités de cavalerie lourde. Mais c'est des trucs extrêmement lourds, avec des grosses armures en écailles, des grands casques. Globalement, t'imagines le Keshig, mais tu remplaces son armure de cuir qu'il a par des grosses armures d'écailles, une lance qui tient à deux mains, avec le bout de la Ah, lance avant très pointu et le bout arrière de la lance rond, avec une boule de métal, qui sert en fait à je plante et je balaye le mec derrière. C'est une unité de choc ultra lourde. ouais. Donc après, comme je dis, pour moi les Khmer, pareil, je n'y connais pas grand chose, mais je vois bien. Et pour moi, le T5 que je verrais bien chez cette civilisation Khmer de l'Est, ce serait en T5 les éléphants de guerre. Et là, on va se permettre de commencer à raconter beaucoup de bêtises. Pourquoi les éléphants de guerre? Parce que Conqueror's Blade a annoncé depuis la fin de la dernière close bêta qu'ils allaient Il y mettre a en un place an. des éléphants. Attendez 2 secondes. Ouais. Petit souci, est-ce que vous pouvez meubler 2 secondes? Ouais. Ah oui, c'est Bah, vrai qu'ils les en ont parlé il éléphants, y a un an, parce que justement, il manquait des éléments dans les packs collector pour avoir accès à la classe bêta. Du coup, ils ont rajouté des skins pour unité et justement un apparat pour éléphant et un éléphant de guerre comme monture. Et on l'attend toujours depuis la sortie de la bêta ouverte. Comme C'est- monture pour le héros, il y a aussi une monture spéciale pour le héros qui est le zèbre. Certains joueurs ont le zèbre. Donc on sait que les mecs ils ont payé le jeu. Ils ont aidé à le financer globalement parce que c'est ça, on est encore en bêta. Le jeu est quasiment terminé. Techniquement il est viable. Mais ils n'ont pas encore donné tout ce que les joueurs attendent. Et là-dessus on est d'accord. Donc pourquoi les éléphants C'est quelque chose d'assez emblématique. Vous imaginez facilement des éléphants dans ces régions qui sont des régions qui étaient assez pourvues d'éléphants au cours du Moyen Âge, de la Renaissance. Et je vois bien un espèce de Hodak, donc cette espèce de grande cabine au-dessus de l'éléphant, où on va avoir des tireurs, voire même un canon. Donc faut imaginer un éléphant. Alors il passera pas les murs. À la limite, vous l'invoquez dans la ville. Mais ouais, globalement, faut imaginer en bataille, en siège et autres, euh, que vous avez une unité ultra blindée en vie, ultra résistante, avec quelques tireurs sur son dos, tireurs qui ne seront pas tuables,
mais qui, quand l'éléphant va mourir, bah, il meurt, point. Ou alors on peut imaginer ça plutôt comme un cavalier hussard dans Age of Empire 2. Je sais plus lesquels c'est, mais ceux qui sautent du cheval dès que leur cheval meurt, pour imaginer, ça pourrait être drôle. Ou à l'inverse, on peut imaginer une unité de 3-4 éléphants avec un conducteur, un cornac, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, si je me trompe pas, qui va diriger son éléphant, et ce sera une unité de troupe de choc. En T5, donc beaucoup de vie, mais très lente, sauf quand il charge. Et si c'est pas escorté, c'est une unité de T5 vouée au suicide. Mais qui fera quand même du dégât. Il faut imaginer une unité de fauche-fer à 4 pattes avec des défenses. Parfait pour rentrer dedans. Et surtout s'ils ont un canon sur le dos, alors là. Alors là, tu vois, pour moi, la version avec canon, il en faut qu'on ait un seul, sinon ce serait de l'abus. Oui, bien sûr, une petite coulevrine. Déjà, juste un canon à mettre dessus, c'est de la vie. Bah, mais tu sais que les Indiens et les Vietnamiens et les Khmers avaient fait ça. Hein. Si je dis, c'est qu'historiquement parlant, on a trouvé des sources. Oui, non, après, moi, je me dis, tu vois, ouais, niveau équilibrage du jeu, après. Bon, il y a les Falconetti, hein, j'ai envie de dire, niveau équilibrage Ah, du jeu. c'est ce que je me dis, tu mets les 10 Falconetti sur le dos de l'éléphant. C'est bon. Justement, est-ce que l'éléphant peut passer les 10 Falconetti là? C'est. Quel vitesse il va mourir l'éléphant? C'est ça qui peut être intéressant. Après, l'éléphant n'est pas, c'est pas invincible. Hein, ça avait très très peur de tout ce qui était au niveau des yeux, donc on a trouvé des armures. On a des preuves d'armure d'éléphant qui protégeait à mort les yeux. Et en fait, c'était le pilote qui dirigeait son éléphant à droite à gauche et autres. Là-dessus, Tolkien n'a pas inventé grand-chose avec ses Mumakil. Il les a juste rendus encore plus grands, encore plus puissants. Ouais. Donc voilà, une T5 éléphant qui me semble assez cohérent en termes d'historicité, si on prenait les situations indiennes et tout. En T4, je mettrais, et là ça va hurler, je le sens, une nouvelle unité de mousquet. Non, ça me choque pas plus que ça, tu vois. Moi, j'ai pensé justement à ça me fait penser à Jean-Empire 3. Les unités de cipailles qui étaient présentes surtout pendant la Révolution, quand les Indiens voulaient repousser les Anglais qui les envahissaient. Les Maraths ont beaucoup utilisé les cipayes, des troupes cipayes et autres. Alors, Ouais. pour tout ce qui va être l'histoire de l'Inde, notamment au cours du 16e et 17e siècle, je vous conseille la très bonne chaîne historique des Mystiques. Et il vous explique bien mieux que ce que je pourrais faire là-dessus. Mais oui, des arquebusiers assez coordonnés et compétents qui seraient... Qu'est-ce qui les changerait des autres arquebusiers? Ça par contre c'est un gros problème. La tenue. Par ça, ça reste des arquebusiers. Peut-être qu'ils auront d'autres compétences, par exemple. Kesgat, ils ont pas de compétences spéciales, mais ils tirent assez rapidement. Et ils ont Les... beaucoup d'endurance. Parce Ouais, que alors, les arquebusiers... les arquebusiers impériaux peuvent tirer en ligne. Donc peut-être qu'ils auront une autre formation ou une capacité spéciale qui les rendront différents. Après, on peut tout imaginer. Peut-être, ouais, je sais pas. Voilà. Je connais pas bien les unités et comment ils étaient pour imaginer des compétences pour, mais Oui, non, mais moi c'est pareil, je suis en train d'essayer de réfléchir, mis à part éventuellement une autre arme, parce que tous les unités de tir ont une deuxième arme, essentiellement c'est une épée. Je pense aux tertios dans le jeu. Mais rien ne nous empêche de faire une espèce d'unité hybride qui ont choisi. Alors, moi dans ma vision que j'ai des troupes indiennes, je vois beaucoup de lances. Je ne sais pas pourquoi. Et pas les lances comme les Indiens, les Amérindiens, non, des belles lances, presque des pics quoi. Donc faut imaginer une unité, ils sont 20 arquebusiers, avec dans leur dos il y a la pique, et ils sont au mousquet, et on peut avec une compétence comme pour les fauches-fers changer d'arme, où ils prennent à la pique. Ce serait une espèce d'hybride arquebusier piquier. Mais, encore une fois, sa faiblesse sera la cadence de tir sera inférieure à des Chris-Krat ou des Tertios, mais sera plus efficace pour repousser une charge de cavalerie si rapidement on passe en mode pique.
Ouais. Et voilà. Et je pense que d'ailleurs, ce qui manque à Conqueror's Blade, c'est cette. Il y a beaucoup d'unités, notamment dans les cavaliers, enfin les cavaliers archers et les archers. On peut les passer avec armes au corps à corps. Ouais. Mais encore une fois, il y a une pauvreté, je trouve, dans les armes de corps à corps dans Conqueror's Blade. Ah, l'unité de corps à corps est totalement sous-estimée dans ce jeu. Et pourtant, c'est la ligne, hein, C'est ça. c'est ça qui va contenir la plupart des trucs. Non, c'est pas ça. Après, si on suit la logique de développement qu'ils font, c'est ils ont sorti toutes les cavaleries au début. Là, ils sortent des nouvelles unités de tir. Peut-être la saison 4, ça sera de nouveau d'autres unités de tir. Et peut-être que la saison 5, ça commencera à sortir d'autres unités de corps à corps. Ouais, le souci Ouais. c'est que il n'y a qu'une seule infanterie T5. Donc T5, Oh. pour rappel, c'est le dernier niveau d'unité. C'est les unités les plus solides, les plus endurantes, les plus combattantes en théorie. Mais Et polyvalente aussi. on a combien de T5 cavalerie? 1, 2, 3, 4, On a 6, 6, 5, je crois. 6. Ouais, il y en a 6. Il y a 6 T5 cavalerie. Il va y avoir 3 T5 archers, enfin tireurs, entre les Falconetti, les Abrétés Pavoiseurs et les Tertios. Sachant qu'il y en a deux autres qui sont en préparation, une Ouais, évolution ils aux sont toujours à Galos côté. et une évolution aux Arquebusiers Impériaux, Mhm. que je vais vous montrer ici dans l'arbre des unités. Donc évolution, celui-là il va sortir, et ici c'est censé arriver aussi. Donc on sait déjà qu'il va y avoir 6 unités de tireurs. Mais pour l'infanterie, on est un peu pauvre. Donc je On a pense juste les que poches vertes, quoi. il n'y a que les Oh. foches fer, il n'y a même pas de T5 halbardier, tout bête. Ouais. Le prévôt fait le taf, hein. Enfin, c'est pas ça la critique, mais il n'y a pas de T5 quoi. Ouais, L'infanterie, c'est après, vide. Il n'y a pas de T5 épéiste, il n'y a pas de T5 halbardier, il n'y a pas de T5 javelinier, il n'y a pas de T5 lancier. Donc, Alors on ouais. commence pas avec les T5 javeliniers. Hein. Ouais, c'est ce qui manque dans le jeu. C'est ce qui manque. Après, je regarde géographiquement parlant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme troupe. Ouais, un grand classique, des épéistes. Peut-être des unités avec 2 armes. Mais quand je parle de 2 armes, je parle pas. On a parlé dans le premier volet d'armes à 2 mains, avec les fameux Highlander. Mais rien ne nous empêche maintenant d'imaginer une unité de corps à corps pure, une unité d'escarmouche de corps à corps, avec 2 armes. Les duellistes. Des duellistes, trucs comme ça. Duellistes, normalement c'est une seule arme, c'est un fleuret. Ouais, Euh, mais je vois ça comme, oui, comme c'est la classe, le nom de classe dans le jeu de dans dragon. Dark Souls, Dark justement Souls, voilà. où le mec il a 2 armes dans les mains, quoi. C'est Oui, forcément, je suis dans un peu influencé par ça. dans Du d'autres coup, jeux, ça va. on rappellerait ça des berserkers, mais les berserkers sera plus pour la région nordique. Ouais. Euh, mais voilà. Ouais, moi je vois une infanterie T3 avec une arme dans chaque main. Ouais. Ce qui fait que ce sera une unité d'assaut extrêmement puissante. Parce on peut mixer, hein, genre un gourdin ou un marteau et une épée. Le marteau sert à péter le mur, l'épée sert à trancher. Il y a moyen de faire des choses. Hein. Ouais. Et j'avoue qu'à part ça, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire de plus. Encore des unités d'archers, mais bon, il y en a déjà suffisamment à mon On sens. commence à faire le tour là. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, je pense qu'on est limité parce que manque de connaissances, même pour Ouais. même moi qui connais plus de choses, un peu plus de choses sur l'art de la guerre de certains pays. J'avoue que globalement, tous les pays s'y sont entretués, ils se ressemblaient pareil. Hein. Ouais. J'ai, ouais, il y a deux trois régions où je sais un peu, où je me dis ouais, il y a des unités qui seraient différentes et intéressantes à mettre en place. Hein. Alors les Vikings, quand on fera un épisode dessus, je peux vous assurer, ça va être très très drôle en termes de. Ça va balancer. Ah là, il y aura de l'idée. Mais encore une fois, ce sera une idée qui sera très souvent liée à l'imaginaire qu'on se fait et pas forcément aux vérités historiques. Ouais. Mais une voilà. unité qu'on aimerait bien avoir. Oui, et c'est ça, parce qu'après tout, on est là pour rêver. Donc
Ça. Donnez-moi des haches, des armes à deux mains, s'il vous plaît. Mais pas que pour les héros. Donnez-moi des troupes de choc, des mecs qui ont seulement de PV pour pouvoir encaisser une charge ennemie et qui les déboîtent après. Voilà. Mycom, entendez mes prières. Bon. Puis après, bon, les unités. Enfin, honnêtement, deux autres unités T3. Une classique unité de lancier, ça manque. Il n'y a pas assez de lancier dans le jeu. Ah, peut-être des lanciers avec des poisons, parce qu'on n'a pas ça. On a des piquiers qui font du Ah, poison. lancier poison, oui, parce que les ratans, ils ont les piquets poison, ils ont les épéistes. Ils font pas de poison, les épéistes. Ils font Ils pas sont de poison, juste les épéistes. tanky. Ils sont juste un peu Ils plus sont juste tanky, tanky. sauf, C'est ça. sauf face au feu. Au feu, ils prennent feu, ils meurent. Là, pas plus compliqué que ça. Mais ouais, c'est ça. Ça peut être des lanciers avec un bon gros shield et capable d'empoisonner les ennemis qui les attaquent. Ouais. Avec un petit coup de bouclier pour. Pour, pour faire du repousse, avec. ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Donc ça nous fait 4 unités, on est à peu près dans la moyenne de ce qu'on peut avoir sur les saisons, hein, sachant que la saison 3 n'a que 4 unités à l'heure actuelle, plus une cinquième qu'ils ont ajoutée en fait dans les troupes recrutables mercenaires, hein, les martellatories. Ouais. Dans la saison 2, on avait 6 unités avec les nomades des steppes. Steppe d'ailleurs, donc je rappelle, qui selon le descriptif serait toute cette zone-là. Hein. Voire même, si on pousse un petit peu plus, toute cette zone-là. Donc il y a de l'espace. Hein. Après, ce qui sera intéressant, c'est qu'on regarde un petit peu plus la carte et qu'on dise, bah tiens, là je mettrai une ville, là je mettrai un village, les ressources, machin, tout ça, mais je pense qu'il va falloir que je développe un peu plus mes compétences de vidéaste et de montage pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Donc globalement, il faut que je bosse. Super, je vous remercie. Hein. Encore plus. T'en as jamais assez, de toute façon. Jamais assez. Entre tout ce que je fais déjà rien que pour moi, plus le taf quand j'en ai et autres. Mais bon, donc je pense que on n'a pas trop d'autres choses à dire sur cette région qui est déjà très développée en termes de enfin quoique non en termes de route. J'avoue, ça fait un petit peu. On a commencé à paver puis ça nous a cassé les pieds. Pour être Ouais, poli. je sais pas. Voilà, Bah, moi, je la vois plus comme une région, pas comme celle qu'on connaît, plus haute en fait, quand tu regardes les routes, ça commence sur Liangyun et ça finit sur Maoyang. Ouais. Mmh. Comme je te disais Comme un au peu la dernier marche. épisode, tu sais, c'est sur la région à l'ouest dans Liang et au nord, et en fait, ça formerait un seul bloc et qui relierait en Liang, mais aussi la marche, tu vois. Ouais, mais tu vois, dans ces cas-là, ça ne serait pas cohérent par rapport à l'histoire qu'ils ont donnée, notamment par rapport au Ouais. Guerrier des Steppes. Parce qu'ils disent bien que les Guerriers des Steppes, ils contrôlaient tout le nord de Maoyang et de la marche. Alors, pas tout le nord de la marche, hein, déjà de base, quand il y a des routes, c'est pas trop un coin de steppe. Mais quand tu regardes bien en termes de visuel, euh, tout le nord de la marche, enfin une grande partie du nord de la marche, hein, de Elgast globalement jusqu'à Bétong Nord, t'as un super bon passage où tu peux faire vraiment ça, c'est de la steppe, mais c'est de la steppe très luxuriante, donc c'est assez bizarre. Ouais. Par contre, tu as de la véritable steppe avec des côtés presque désertiques. Enfin, je veux dire, si je fais un zoom sur la lampe des crânes, les plaines solitaires, j'ai quelque chose qui est très proche de ce qu'on peut trouver dans le désert de Gobi, dans le désert mongol et autres. Ouais. Donc, pour moi, honnêtement, je pense pas. Puis en termes de découpage, ça fait une région qui est immense mais super vide. Et quel serait l'intérêt en termes de jeu d'y aller? C'est aussi un point sur lequel je réfléchis quand je fais mes découpages de région. C'est ok, cette région elle est grande, il y aura très peu de villes, très peu de villages, mais il faut donner envie d'y aller. Et globalement, tu dis c'est un grand désert, tout le monde s'en manquera. Hein. Même Et en comme, donnant en fait, objectif, ouais. il y aura que quelques maisons et des trucs volontaires parce que ce sera nouveau pour aller s'y installer, je pense. Et encore, Ouais, si. c'est comme je t'ai dit, c'est comme au tout début de l'épisode où je te disais que pour rendre chaque région intéressante, c'est avoir une sorte de ville, une ville spéciale, quoi. Bah, déjà,
un élément dont on avait entendu parler au tout début du jeu, de la part d'une source qui connaissait à peu près bien Mycom, c'était que à partir d'un moment, Mycom lâchait la bride et laissait les joueurs capturer les grands centres neutres comme Angliang, Daisheng, Turulvaros et Angolia. C'est-à-dire Ouais. que ces zones qui sont pour le moment neutres, où on ne peut pas aller dessus, seraient des zones qui maintenant seraient des zones contrôlables. Monsieur, dans ton idée de, euh, de de première porte à prendre pour contrôler une région, machin, tout ça, le fait de transformer les capitales en zones attaquables serait déjà un premier palier, je pense. Ouais. Et ça ferait aussi que des grosses maisons resteraient dans des régions extérieures à la marche. Bon, ça embêterait aussi le gameplay des petites maisons, parce que les petites maisons, elles ont finalement beaucoup ne vivent que lorsque les grosses maisons sont parties sur la marche. C'est vrai. Et pendant un mois et demi, la marche, c'est une zone de guerre perpétuelle, hein. Bah justement, après, d'où le fait de développer des régions autres que les 4 qu'on connaît pour que les petites maisons puissent s'y installer. C'est exactement pour ça. C'est pour ça, je pense que les deux régions dont on a discuté sur le premier épisode et celui-là sont des régions qui vont être les premières à sortir parce que elles permettraient aux petites maisons qui actuellement sont compressées à cause des grosses de pouvoir respirer un peu plus. Et ça redistribuerait le jeu politique, hein, parce que il y a tellement de choses sinon en termes de conflits. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, j'ai regardé un petit peu. J'ai pas compté essentiellement, mais j'ai regardé en créant un nouveau personnage. Il y a à peu près 17 villes et une trentaine de villages par région. 17 villes et forts et une trentaine de villages. Donc, je regarde les tailles à peu près. Ouais, donc je peux faire une fois et demie une région dans celle qu'on a parlé, en partant de les jumelles esselées jusqu'à la rivière estivale, les collines dorées, vallée du Mont Brumeux, donc enfin vallée brumeuse. On a donc une zone qui fait une fois et demie la taille d'une région officielle à l'heure actuelle. Peut-être la taille de la Marche en superficie pure. Mais bon, je n'ai pas les. Il manque une échelle pour que je fasse mes calculs et trucs comme ça de géographe. Mais Ouais. ouais, globalement, il y a moyen de faire des choses. À vue de pied comme ça, entre les deux régions qui nous ont parlé, donc la région des steppes, Sicania, les deux régions qu'on a discutées, donc on a déjà 4 nouvelles régions, plus je dirais environ 5 ou 6 autres régions qui peuvent implémenter, notamment cette région des îles au sud pour moi d'où partiraient les pirates des mers. Pirates des mers qui sera un sujet d'épisode à part entière tellement ce serait passionnant de voir comment Malcolm va développer cette histoire sachant qu'on a l'impression de l'avoir eu à l'envers. Pour moi, ouais, Ouais. je pense qu'il y en a encore 5 régions autres que toutes celles dont on a cité. Ouais. Ce qui veut dire que le monde a encore énormément de choses à nous donner. C'est vrai. Ouais. Et moi, ça me fait rêver. Et je pense qu'on va clore l'épisode sur cette petite phrase. Je vous souhaite, cher public, de prendre beaucoup de plaisir à rêver. Parce que c'est important de rêver pour se sentir bien.